Je suis rentré et ma femme se tenait là, en silence. Puis elle a murmuré une vérité qui a tout changé. Il y avait 3 choses sur la table de la cuisine, un verre de lait à moitié plein, son téléphone retourné face contre table, et une enveloppe scellée avec mon nom écrit dessus de sa main, cette écriture qu'elle n'utilisait que pour signer les cartes d'anniversaire ou les registres de condoléances. Et elle se tenait là, la tenant déjà comme si elle avait attendu toute la journée que je passe la porte pour me la tendre et me regarder l'ouvrir. Mais je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai fixée, elle. Elle n'a pas scié, n'a pas parlé, a simplement tendu lentement l'enveloppe comme si j'étais censé savoir ce qui allait suivre. Lars, dit-elle de cette voix douce et délibérée que je n'avais pas entendue depuis la mort de sa mère. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Pas tout de suite. Mes paumes étaient moites. Mon sac à dos glissait encore d'une épaule. Il a heurté le sol avec un bruit sourd. J'ai finalement demandé, c'est grave? Elle n'a pas répondu, mais l'expression sur son visage, ce calme terne et répété, m'a tout dit. Quoi que contienne cette enveloppe, c'était déjà arrivé. Ce n'était pas un avertissement. C'était une confession. Et le pire, c'est qu'elle avait déjà fait un sac. Pas une valise, un sac. Comme si elle ne savait pas encore où elle allait, seulement que ce ne serait pas ici. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas le début d'une conversation. C'en était la fin. Serrant toujours l'enveloppe entre ses doigts, elle a dit quelque chose que je n'attendais pas, je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de lui, mais j'ai tout planifié après ça. Elle n'a pas pleuré. Moi, si. Là, sur le champ. Avant même d'ouvrir la lettre, avant même de demander qui, avant de pouvoir crier ou exiger une explication ou m'effondrer comme j'en avais envie, j'ai juste pleuré. Elle a posé l'enveloppe sur la table et a murmuré, « Tu mérites la vérité, mais je ne crois pas pouvoir la dire à voix haute. » Puis elle est partie. Elle n'a pas claqué la porte. Elle est partie. Sans drame, juste. Partie. Et je suis resté là, dégoulinant sur le sol de la cuisine à cause de la pluie que je n'avais pas remarquée, fixant un morceau de papier qui était sur le point de tout faire voler en éclats. J'ai cru comprendre. J'aurais aimé le brûler à la place. Mais je l'ai ouvert. Et je jure devant Dieu que je n'ai même pas dépassé la 2e ligne avant de sentir mon corps entier se glacer. Parce que l'homme qu'elle confessait aimer n'était pas celui que je pensais. Et ce n'est que le début. L'enveloppe tremblait dans mes mains. Non pas parce que le papier était lourd ou froid, mais parce que moi, je l'étais. Chaque partie de moi résistait à cet instant. Je ne me souviens même pas de m'être assis, mais je l'ai fait. Sur cette chaise de cuisine grinçante que nous avions achetée dans un vide-grenier il y a 3 ans. Lottie avait insisté pour que nous la vieillissions nous-mêmes. Eh bien, nous y voilà, vieillis et en train de tomber en morceaux. Mes doigts se sont enfoncés dans le bord du seau. Il s'est décollé lentement, comme si l'univers me donnait une dernière chance de m'arrêter, de faire demi-tour, de prétendre que cela n'arrivait pas. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai ouverte. La première ligne disait, « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu te le dire en face. » Pas de salutation. Pas de « cher Lars ». Pas de « je suis désolé ». Juste cette phrase froide et factuelle qui m'a instantanément fait me sentir comme un étranger dans ma propre vie. La 2e ligne, c'est là que l'oxygène a quitté la pièce. Ce n'est pas Rylan. Quoi? Je l'ai relu 3 fois. Mon esprit s'était déjà fait à l'idée que ce soit Rylan, le collègue suffisant, le type méchant, le béguin de bureau prévisible. Mais maintenant, elle me disait que ce n'était même pas lui. Je n'étais pas soulagé. J'étais terrifié, parce que cela signifiait que c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je n'avais même pas envisagé. Quelqu'un de pire, peut-être quelqu'un de plus proche. La lettre ne donnait pas de nom tout de suite. Elle tournait le couteau lentement. Elle parlait de sentiments, de la façon dont les gens changent, du fait qu'elle ne s'était pas sentie comprise depuis des mois, de la façon dont l'amour meurt parfois en silence, comme une panne de courant, pas une explosion, juste une extinction progressive. Je voulais crier. Je voulais déchirer la lettre en 2. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de lire, parce que plus je lisais, plus je réalisais que ce n'était pas une lettre. C'était une autopsie. Et puis finalement, vers le bas, le nom. Et je jure que j'ai senti le sang se figer dans mes veines. Emory, a-t-elle écrit. C'était Emory. J'ai cligné des yeux 1 fois, 2 fois, puis j'ai juste ri. Un rire brisé, amer,
tordu, qui s'est transformé en tout à mi-chemin. Parce qu'Emory n'était pas un collègue. Emory n'était pas son patron. Emory n'était même pas quelqu'un de nouveau. Emory était mon plus vieil ami, mon témoin de mariage, mon colocataire d'université, le type qui s'écrasait sur notre canapé quand il était trop saoul pour conduire. Le type qui nous avait aidé à peindre cette maison quand nous l'avions achetée. Le type qui avait un jour pleuré sur mon épaule parce que sa copine l'avait quitté pour un autre. Il faisait partie de la famille, et maintenant. Maintenant il était ça. J'ai laissé tomber la lettre. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais besoin de la relire plus tard pour confirmer que je n'hallucinais pas. Peut-être parce que la détruire n'effacerait pas ce que je savais maintenant. Je me suis levé, en chancelant en fait, et j'ai erré dans la cuisine comme un homme cherchant une trappe. J'ai ouvert le frigo, les refermé, ouvert le robinet, les refermé. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Mon cerveau tournait dans 30 directions à la fois. Elle avait dit dans la lettre, ça a commencé après ce week-end au lac. Et le pire, c'est que c'est moi qui l'avais invité. Le week-end au lac était censé être un nouveau départ. Les choses étaient tendues entre Letty et moi depuis un moment. Rien d'explosif, juste cette sorte d'érosion lente et silencieuse qui se produit quand on arrête tous les deux d'essayer en même temps. On ne le remarque pas au jour le jour. Mais un après-midi, elle entre dans la cuisine, oublie de vous dire qu'elle vous aime et vous ne vous sentez même pas surpris. Alors j'ai pensé que si nous sortions de la ville, de la routine, si nous remplacions le bourdonnement des notifications et les nuits de travail tardives par des lucioles, du vin bon marché et des pieds nus sur le ponton, nous nous souviendrions de ce que nous étions. Emory ne faisait pas partie du plan initial. Il venait de vivre une mauvaise rupture, la 4e de l'année je crois, et m'avait envoyé un texto la veille en disant qu'il avait besoin de quitter la ville. J'ai dit, bien sûr. Sans même demander à Letty. C'était ma première erreur. Quand je le lui ai dit, elle m'a fait un sourire pincé et a dit, bien sûr, la compagnie lui fera du bien. Mais quelque chose n'allait pas, même à ce moment-là. Je me souviens l'avoir regardé refaire son sac ce soir-là, pliant soigneusement ses vêtements, choisissant une robe différente, et me demandant pourquoi elle changeait la tenue qu'elle avait déjà préparée. Maintenant, je sais. Ou peut-être pas. Peut-être que je ne fais que réécrire le passé dans ma tête, en essayant de repérer des indices qui n'étaient pas là. Le chalet n'était pas luxueux, mais il était calme. Des arbres aussi épais que des secrets, un lac aussi lisse qu'un miroir. Le genre d'endroit où le temps ralentit et où les voix portent. Emory a apporté du bourbon. Letty a apporté ce livre qu'elle n'a jamais vraiment ouvert. J'ai apporté de l'espoir. Le premier soir, nous avons bu sur le porche. Emory a raconté des histoires que j'avais entendues une douzaine de fois. Et Letty a ri comme si ce n'était pas le cas. Je l'ai regardé rire. Trop longtemps, trop fort. Ça m'a mis mal à l'aise, mais j'ai mis ça sur le compte du bourbon. Elle devenait toujours un peu simplette quand elle buvait, alors j'ai laissé passer. Le lendemain matin, je suis allé en ville chercher du café et du bois de chauffage. Seul. Emory dormait encore. Letty a dit qu'elle avait mal à la tête. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit de ne pas me presser. Je n'y ai rien vu de mal. C'était l'erreur numéro 2. Je suis parti 2 heures, peut-être moins. Quand je suis revenu, Emory était dans la cuisine en train de faire des œufs comme s'il était chez lui. Letty n'était pas là. Il a dit qu'elle était partie se promener. Je me souviens de ce détail parce que c'était bizarre. Elle ne se promenait jamais sans musique et ses écouteurs étaient toujours sur le comptoir. J'ai demandé si elle avait dit où elle allait. Il a haussé les épaules. Sans me regarder. Je l'ai ressenti à nouveau. Cette étincelle de malaise, ce bourdonnement silencieux derrière mes côtes, mais je me suis dit que j'étais paranoïaque, parce que pourquoi les soupçonnerais-je jamais? Plus tard dans l'après-midi, je l'ai vue près du ponton, seule, fixant l'eau comme si elle essayait de s'hypnotiser pour disparaître. J'ai demandé si tout allait bien. Elle a souri crispée. Peu convaincante. Je suis juste fatigué, Lars. C'est tout ce qu'elle a dit. Je n'ai pas insisté. J'aurais dû. C'était l'erreur numéro 3. Parce que quelque part entre ce matin-là et ce soir-là, une ligne avait été franchie. Une décision avait été prise. Une graine avait été plantée. Et j'étais trop occupé à jouer le bon mari pour remarquer que le monde se dérobait sous mes pieds. Elle et Emory ne flirtaient pas.
pas devant moi. Il n'y avait pas de regard que je pouvais pointer du doigt, pas de rire qui semblait trop intime. C'était pire que ça. Ils étaient prudents, délibérés, comme s'ils protégeaient déjà quelque chose. C'était il y a 6 mois. Et maintenant, j'étais dans ma cuisine, lisant sa lettre, réalisant que le week-end qui, je le pensais, sauverait notre mariage, était le week-end où elle avait décidé de l'enterrer. Et ça empire, parce qu'au fond de cette enveloppe, il y avait autre chose. Une deuxième note, mais elle ne m'était pas adressée. Elle était adressée à lui. Elle était glissée derrière celle qui m'était destinée. Une deuxième enveloppe, plus petite, plus fine, avec un seul mot dessus, Emory. Son écriture à nouveau. Mais celle-ci n'était pas scellée. Elle avait déjà été ouverte, pas déchirée ou pliée, juste légèrement décollée au niveau du rabat, comme si quelqu'un y avait jeté un œil nerveusement avant de se raviser. Je l'ai fixée longtemps, comme si le simple fait de la regarder trop intensément pouvait provoquer quelque chose d'irréversible. Et peut-être que c'était déjà le cas. Je n'aurais pas dû la lire. Je le sais. Mais quand votre femme lâche 2 bombes en une nuit et que l'une d'elles est clairement étiquetée du nom de l'homme avec qui elle vous a trahi, la curiosité n'est pas un choix. C'est un instinct. Je l'ai prise. Mes mains ont tremblé à nouveau. Pire qu'avant. J'avais l'impression de violer une propriété privée. Même dans ma propre cuisine. Il n'y avait que quelques lignes, plus courtes que les miennes, plus froides. Même pas de « cher ». Juste droit au but. Nous avions dit que nous ne les laisserions pas anéantis, mais je ne pouvais plus lui mentir. Je me suis arrêté là, déjà nauséeux. Nous avions dit. Cela signifiait qu'Emory avait fait des promesses, lui aussi. Pas juste une erreur, pas juste un moment. C'était une collaboration, une trahison avec des limites, des règles et des vœux murmurés que je n'ai jamais entendus. J'ai continué à lire. Je lui ai dit la vérité. Il le méritait. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Mais tu as promis de disparaître si je le faisais, alors disparais. J'ai lu cette ligne encore et encore jusqu'à ce que ma vue se brouille. Tu as promis de disparaître. Donc, ce n'était pas seulement une lettre de confession. C'était une menace. Ou non, pire, c'était une demande de s'évanouir, de s'effacer complètement de nos vies pour qu'elle puisse avouer sans avoir à gérer les conséquences de le garder dans les parages. Ce n'était pas la culpabilité qui la poussait. C'était la stratégie. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de glaçant. Emory ne m'avait pas envoyé de texto depuis des semaines. Le dernier message qu'il avait envoyé concernait le football, un simple « tu regardes le match », rien de bizarre, mais c'était il y a 26 jours. Il n'avait pas aimé mes 3 dernières publications, n'avait pas appelé, ne m'avait même pas envoyé sa compilation habituelle de même du dimanche. Pas un mot. Et maintenant je me demandais, savait-il? Avait-il vu ça venir? Avait-il fui? J'ai sorti mon téléphone et ouvert nos messages. La bulle de saisie m'a fixé pendant bien trop longtemps. Que étais-je censé dire? As-tu couché avec ma femme pour ensuite nous ignorer tous les deux comme un lâche? Non, ce n'était pas moi. Je n'étais pas fait pour la confrontation. J'étais fait pour subir, pour absorber, pour trop réfléchir jusqu'à me noyer. Alors, je ne lui ai pas envoyé de texto. J'ai fait pire. J'ai regardé sa localisation. Il l'avait partagé avec moi des mois auparavant quand il avait eu son nouvel appartement. Je ne l'avais jamais désactivé. Et maintenant il était écrit, aucune position trouvée. Disparu. Exactement comme elle l'avait demandé. Mon souffle s'est coupé. Pas bloqué. Pas désactivé. Supprimé. Comme s'il s'était effacé avant même que j'ouvre la lettre. Comme si au moment où elle m'avait tendu cette enveloppe, il était déjà en train d'exécuter le plan. Je me suis rassis, la lettre toujours à la main, mon cœur battant contre mes côtes comme s'il voulait s'échapper avant que le reste de moi ne s'effondre. Je pensais que le pire était passé, mais j'ai alors remarqué l'heure. Il était 3h12 du matin et Lottie n'était toujours pas revenue. Elle était partie il y a des heures, avait dit qu'elle avait besoin de marcher, mais sa voiture n'était plus là. Son téléphone était toujours sur le comptoir. Et je me suis soudain souvenu de quelque chose de sa lettre, quelque chose qui ne m'avait pas marqué sur le moment, j'ai tout planifié après ça. Elle ne parlait pas seulement de la liaison. Elle parlait de ce qui venait ensuite. Et maintenant, je n'avais aucune idée d'où elle était, ni de ce qu'elle avait prévu pour moi.
La première chose que j'ai faite a été de vérifier le placard. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je pensais irrationnellement que si son manteau était toujours là, elle ne pouvait pas être allée bien loin. Mais il n'y était plus. Le vert avec la capuche bordée de fourrure. Celui qu'elle portait toujours quand elle voulait se vider la tête. Celui que je lui avais acheté il y a 2 Noëls parce que je trouvais qu'il lui donnait l'air d'avoir chaud même quand elle avait froid. Puis j'ai vérifié le meuble à chaussures. Les baskets blanches manquaient, mais son portefeuille était toujours sur la console près de la porte, là où elle le laissait toujours. Sa carte d'identité, ses cartes de crédit, tout était intact. Même ses clés étaient encore au crochet. Elle n'avait pas conduit, ce qui signifiait que la voiture était partie, mais ce n'était pas elle qui l'avait prise. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti, pieds nus et tremblants, le froid du carrelage encore collé à ma peau. L'allée était complètement vide. Pas seulement sa voiture, la mienne aussi. Et c'est là que mon esprit s'est tordu assez fort pour me donner le vertige. Il n'y a aucun scénario où nos 2 voitures sont parties, à moins que quelqu'un ne les ait prises. À moins qu'elle n'ait pas été seule. À moins que quelqu'un ne soit venu la chercher. À moins que... Non, ce n'était pas ça. Je suis retourné en courant à l'intérieur, j'ai attrapé mon téléphone, je l'ai appelé. Directement sur sa messagerie vocale, encore et encore. Puis j'ai essayé les textos. Où es-tu, s'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien, Letty. Je suis sérieux. Tu m'as laissé des lettres. Tu m'as laissé ce bazar. Ne disparais pas maintenant. Pas de réponse. Mes doigts ont survolé le nom d'Emory dans mes contacts, mais je n'ai pas appuyé. Quelque chose à propos de cette 2e lettre, tu as promis de disparaître, me disait qu'il ne répondrait pas, s'il était même encore dans l'état. Je me suis assis dans le salon, entouré d'un silence si épais qu'il ressemblait à une isolation. Ma tête tournait. Je voulais crier, pleurer, frapper un mur, mais je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste fixé la table basse où un vieil album photo était à moitié ouvert depuis la veille au soir. Celui que nous avions feuilleté lors d'une tentative de reconnexion arrosée de vin. Je pensais que ça s'était bien passé. Apparemment, j'avais mal interprété ça aussi. Je l'ai pris. Des pages de sourires qui semblaient maintenant mis en scène. Anniversaire, voyage à la plage, le mariage, notre lune de miel dans le Vermont où nous avions été bloqués par la neige et avions fini par manger des pop-tarts en jouant aux cartes à la lueur d'une lampe de poche. Je pensais que ce souvenir signifiait quelque chose. Peut-être pour moi, oui. Et puis autre chose m'a frappé. Son agenda. Letty était de la vieille école. Elle écrivait tout. Rendez-vous, réunions de travail, idées aléatoires, même les listes de courses. J'ai couru à son bureau et j'ai ouvert le tiroir d'un coup sec. Il était là, le carnet relié en cuir rouge avec des coins dorés. Toujours là, toujours plein, toujours. Je me suis figé, car il y avait quelque chose de coincé entre les pages. Quelque chose de nouveau. Un billet de bus. Aller simple. Pas de retour. Et il n'était pas pour elle. Il était à mon nom. Imprimé, payé, daté pour demain matin. 7h40, de notre ville à une ville dont je n'avais jamais entendu parler. Et au dos, de son écriture, 2 mots, s'il te plaît, pars. Rien d'autre. Pas d'explication, pas d'indice, pas de signature. Juste ça. S'il te plaît, pars. Je suis resté assis sur le bord de son bureau pendant ce qui m'a semblé 1 heure, tenant ce billet comme s'il s'agissait d'un artefact maudit. Tout dans cette nuit, les lettres, les voitures, le silence, les mensonges me dirigeaient vers quelque chose. Mais je ne savais pas quoi. Essayait-elle de se débarrasser de moi, de me protéger, de me punir? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que je n'avais plus de voiture, plus de réponse, et plus de femmes dans la maison. Et quelque chose me disait qu'elle ne faisait pas que me quitter. Elle fuyait quelque chose de bien plus grand. Je n'ai pas dormi. Pas une seule minute. Je suis resté assis sur le sol du salon, le billet de bus toujours à la main. Le dos du billet était maculé à force de le retourner dans ma paume. Je n'arrêtais pas de me demander ce qu'elle voulait dire par « s'il te plaît, pars ». Partir où? Pourquoi? Et pourquoi maintenant? Si elle voulait que je parte, pourquoi me donner un billet au lieu de simplement s'en aller? Pourquoi laisser son téléphone, son portefeuille, ses clés? Rien de tout cela n'avait de sens.
vers 5h30 du matin, je m'étais convaincu qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Quelque chose de physique, de réel, de tangible. Pas seulement des sentiments, une trahison, des murmures et des lettres, mais un événement concret, un plan, un lieu. Parce que les gens ne défont pas toute leur vie comme ça, à moins qu'ils n'essaient de faire de la place pour quelque chose de nouveau ou de cacher quelque chose d'ancien. J'ai commencé à fouiller les tiroirs. Les siens, les miens, l'armoire de la salle de bain, même le panier à linge. Je n'ai rien trouvé. Juste des reçus, du baume à lèvres, de la monnaie, des chaussettes. Le genre de rien qui vous donne l'impression de perdre la tête. Mais ensuite, sous le lit, coincé entre une boîte à chaussures poussiéreuse et une vieille couverture d'hiver, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une carte clé d'hôtel, blanche, sans marque, juste un autocollant au dos qui disait « Windsor Lodge, chambre 308 ». Je ne reconnaissais pas le nom. Je l'ai cherché sur Google. Un endroit discret de l'autre côté de la ville, principalement utilisé par des voyageurs d'affaires ou des couples cherchant à s'échapper de leur vie. Pas d'avis, pas de photos, juste un emplacement. Et quand je l'ai vu sur la carte, mon estomac s'est noué. C'était à quelques pas de l'ancien appartement d'Emory. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste enfilé des chaussures, attrapé mon sweat à capuche et je suis sorti dans l'obscurité. Toujours aucun signe de Letty. Pas d'appel manqué, pas de nouveaux messages. C'était comme si elle s'était évaporée. Quand je suis arrivé au Windsor Lodge, le soleil commençait à se lever, jetant une faible lumière grise sur la rue. L'endroit ressemblait exactement à ce à quoi on pouvait s'attendre, une enseigne, vacant, à moitié éclairé, un hall qui sentait le café rassis et le désodorisant. Un réceptionniste qui a à peine levé les yeux de ses mots croisés. Je ne lui ai pas adressé la parole. Je suis juste passé devant et j'ai monté les escaliers. Chambre 308. La porte ressemblait à n'importe quelle autre. Beige, rayée, les chiffres légèrement de travers. Je suis resté devant un long moment, me demandant ce que j'allais trouver. Elle, lui, eux deux, personne, un corps. J'ai glissé la carte. La lumière verte a clignoté, et j'ai ouvert la porte. Vide. Pendant 5 bonnes secondes, j'ai ressenti un soulagement. Pas de valise, pas de chaussures, pas de mouvement, juste le silence. Mais j'ai alors vu le lit. Il était fait proprement, mais le deuxième oreiller était enfoncé. Le coin de la couverture avait été retourné. Et sur la table de chevet, il y avait quelque chose que j'ai reconnu immédiatement. Son collier, celui en argent avec le petit pendentif en forme de feuille. Elle le portait presque tous les jours. Elle disait qu'il venait de sa grand-mère. Elle ne l'enlevait jamais. Jamais. Et à côté, un reçu de service en chambre daté de 2 nuits auparavant. 2 plats, 2 verres de vin, un dessert, et griffonné en bas, de la même écriture vive que j'avais vue 100 fois auparavant, garder la chambre une nuit de plus. Il ne sait pas encore. Je me suis assis sur le bord du lit, complètement vidé. Ce billet n'avait pas été un cadeau d'adieu. C'était une diversion, un outil, quelque chose pour me faire quitter la ville assez longtemps pour qu'elle puisse conclure quoi que ce soit. Et pourtant, elle était partie. Aucune trace d'elle dans la chambre. Pas de vêtements, pas de chargeur, pas de valise, juste ce collier. Et une dernière chose, que j'ai failli manquer. Une petite note pliée, coincée dans le tiroir de la Bible sous la table de chevet. Pas une lettre cette fois, juste une phrase en majuscule, « Et si tu m'y suis, je ne reviendrai pas », je me suis adossé au mur et j'ai laissé les mots s'imprégner. Elle savait que je chercherais. Elle l'avait prévu. Elle savait que je trouverais cette chambre, les reçus, le collier. Peut-être qu'elle le voulait. Peut-être que c'était le coup de grâce. Peut-être que c'était sa façon de dire, n'essaie même pas de réparer ça. Mais le pire, c'est que je ne savais toujours pas si elle fuyait quelque chose ou si elle rejoignait quelqu'un. Je n'ai pas quitté la chambre d'hôtel tout de suite. Je suis resté assis sur le bord du lit pendant un long moment, retournant cette phrase pliée encore et encore dans ma tête. Si tu me suis, je ne reviendrai pas, ça sonnait définitif, mais aussi comme un piège. Comme si elle voulait s'assurer que j'y réfléchirais à 2 fois. Et pourtant, elle avait laissé des indices. Pourquoi laisser le collier? Pourquoi laisser le reçu avec cette note? Pourquoi laisser la carte clé enfouie sous le lit où elle savait que je la trouverais si j'étais assez désespéré? Parce que c'était ça, n'est-ce pas? Une piste, un test, et j'étais en train de le rater.
Ou peut-être que je jouais exactement son jeu. Je ne pouvais plus faire la différence. Tout ce que je savais, c'est que rien de tout cela ne ressemblait à une liaison normale. Une trahison normale. Un chagrin d'amour normal. C'était un démantèlement, une stratégie. Je me suis levé et j'ai vérifié la salle de bain. Rien. Pas de brosse à dents, pas d'élastique à cheveux, même pas une bouteille de shampoing vide. Qui que ce soit qui avait été là était parti depuis longtemps. J'ai glissé le collier dans ma poche et j'ai refermé la porte derrière moi. Dans le couloir, je me suis arrêté près du distributeur automatique, non pas parce que j'avais faim, mais parce que je ne savais pas où aller ensuite. Puis mon téléphone a vibré. Un numéro masqué. Je me suis figé. J'ai hésité pendant 3 sonneries, puis j'ai répondu. Je n'ai rien dit au début. Eux non plus. Mais je connaissais ce silence. Je savais comment il retenait son souffle. Letty, ai-je dit doucement. Et puis elle a murmuré, tu n'étais pas censé trouver cette chambre. Sa voix était fragile. Pas brisée, pas en colère, juste faible. Tu as tout laissé, ai-je dit. La carte, le reçu, ton collier. Je pensais avoir plus de temps, a-t-elle répondu. Tu n'étais pas censé commencer à chercher tout de suite. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que tu fais, Letty? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Une autre pause. Puis quelque chose que je n'attendais pas, as-tu lu les 2 lettres? Oui, ai-je dit. Et j'ai trouvé le billet. Tu m'as dit de partir. J'essayais de te protéger. J'ai ri, un rire sec et amer. De quoi? De la vérité? D'Emory? De voir ma femme disparaître sans laisser de traces pendant que j'essaie de savoir si je suis l'idiot ou le pion? C'est plus grand que lui, a-t-elle dit. Tu crois que c'est une histoire d'amour? Lars, il n'était que le début, pas la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. Alors dis-moi où tu es. Elle n'a pas répondu. Letty, dis-moi où tu es. Elle a expiré d'une voix tremblante et j'ai cru entendre du vent, des voitures au loin, le sifflement de la circulation. Elle n'était pas dans un bâtiment. Elle était dehors, en mouvement. Je ne suis pas en sécurité, a-t-elle finalement dit. Et si tu continues à me suivre, tu ne le seras pas non plus. Mon sang s'est glacé. De quoi tu parles? Ils savent que tu as commencé à chercher. Tu n'étais pas censé le faire. Ça ne faisait pas partie du plan. Qui, il? Silence à nouveau. Puis faiblement, si faiblement que je n'étais pas sûr de l'avoir imaginé, les gens avec qui Emory étaient impliqués. Je suis sorti du couloir et suis entré dans la lumière du petit matin. Le ciel était gris, les rues mouillées par la pluie de la nuit, et chaque ombre me donnait soudain l'impression de m'observer. Letty, ai-je dit. Il ne s'agit pas seulement d'infidélité, n'est-ce pas? Non, a-t-elle dit. Et puis la communication a été coupée. Juste comme ça. Pas d'au revoir, pas d'avertissement, juste. Plus rien. J'ai essayé de rappeler immédiatement, mais ça a sonné une fois, puis silence, déconnecté. J'ai vérifié mon historique d'appel. Rien. Il était déjà effacé, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Je suis resté là pendant plusieurs minutes, essayant de donner un sens à ce que je venais d'entendre. Sa voix avait tremblé, non pas de culpabilité, mais de peur. Une peur réelle. Et puis une pensée m'a frappé si fort que je l'ai dite à voix haute, Emory s'est-il mis dans le pétrin? Parce que quoi qu'il se passe ici, ça n'a pas commencé par une liaison. Ça a commencé par autre chose. Et ma femme fuyait, non pas l'amour, mais un secret qu'elle n'avait jamais eu l'intention de porter. Je ne suis pas rentré tout de suite. Après l'appel, j'ai marché dans les rues pendant des heures, comme un homme sans gravité. Je ne savais pas ce qui me faisait le plus peur, la retrouver, ou ne pas la retrouver. Que toute cette histoire puisse sombrer encore plus loin dans quelque chose de plus sombre que la trahison. Quelque chose de criminel. D'irréversible. Mais je n'arrêtais pas de penser à sa voix. Pas quand elle a murmuré mon nom ou m'a dit qu'elle avait fait une erreur. Non, je pensais à cette dernière phrase. Je ne suis pas en sécurité. Et si tu continues à me suivre, tu ne le seras pas non plus. Il y avait de la panique dans son ton, oui, mais aussi de la protection. Elle ne se contentait pas de me repousser. Elle me protégeait. Et pour la première fois,
j'ai réalisé qu'elle essayait toujours de m'aimer. De la seule façon qu'elle connaissait, maintenant que tout était brisé. Je suis rentré à la maison. J'ai essayé de me reposer. Je n'ai pas pu. Et puis cette nuit-là, un message est arrivé. Pas de numéro, juste une seule ligne via une application cryptée que je ne savais pas que j'avais. Il y a un box de stockage à ton nom. Box 417. Viens demain, seul. Pas de signature, pas d'explication. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai même pas hésité. Le lendemain matin, j'y étais. C'était un entrepôt délabré à la lisière du quartier industriel, le genre d'endroit où les secrets vont attendre. J'ai donné ma carte d'identité. Ils m'ont indiqué le coin le plus éloigné du terrain. Box 417. Quand je l'ai ouvert, je n'ai pas trouvé Lottie, mais j'ai trouvé son écriture. Un journal. Un petit carnet noir dont les pages étaient si pleines de mots qu'il débordait dans les marges. Il n'était pas daté. Il n'était pas organisé, mais il était réel. Et il me racontait tout. Sur Emory, sur la façon dont il s'était impliqué avec une société de conseil privé, mais qui opérait dans des zones grises. Surveillance, intimidation, service discret pour des clients fortunés. Sur la façon dont elle l'avait découvert accidentellement après avoir vu quelque chose sur son ordinateur portable lors d'un week-end, sur la façon dont il l'avait supplié de se taire, sur la façon dont il n'était jamais censé tomber amoureux, mais que c'était arrivé quand même, et que ça avait tout compliqué. Elle avait eu peur. Pas seulement de ce qu'elle avait appris, mais de qui d'autre savait qu'elle savait. Et quand elle a essayé de prendre ses distances, elle a réalisé qu'il était déjà trop tard. Des gens avaient commencé à la surveiller. On lui a dit de se taire, de disparaître pendant un certain temps. Emory, à la fin, avait essayé de la protéger en portant le chapeau. Il était parti, pas mort, mais déplacé, caché, peut-être de force, peut-être par choix. Le journal se terminait par une page écrite juste pour moi. Lars, si tu lis ceci, ça veut dire que tu n'as pas écouté. Et une partie de moi est contente que tu ne l'aies pas fait. Je n'ai jamais eu l'intention de te mentir. Je ne savais juste pas comment te garder en sécurité tout en te disant la vérité. Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de t'aimer. Je suis parti parce que je ne pouvais pas te regarder être entraîné dans un pétrin que tu n'as jamais demandé. Mais si tu crois encore en la version de moi qui t'a choisi un jour, alors retrouve-moi dans une semaine, là où nous avons dîné pour notre premier anniversaire. Si tu ne viens pas, je comprendrai. Mais j'y serai. Mes mains tremblaient en fermant le carnet. Une semaine a passé comme une année. Et puis, ce 7e jour, je suis allé dans ce restaurant italien tranquille au bord de la rivière où nous avions mangé sous des guirlandes lumineuses bon marché et dansé sur une chanson dont aucun de nous ne connaissait les paroles. Je suis arrivé en avance. J'ai attendu. Les minutes se sont écoulées lentement, et puis je l'ai vue. Elle portait ce même manteau vert, ses cheveux attachés comme j'ai toujours aimé. Elle avait l'air fatiguée, mais réelle, vivante. Nous n'avons rien dit au début. Nous sommes juste restés là, respirant à nouveau le même air. Puis elle s'est approchée de moi lentement, comme si elle ne voulait pas briser le moment trop vite, et a dit les mots que je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre. Je t'aime encore. Si tu me laisses rentrer à la maison, je le ferai. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste pris sa main. Et cette fois, je ne l'ai pas lâchée. Non pas parce que tout était réparé. Non pas parce que tout avait un sens. Mais parce que parfois, quand la tempête se calme enfin, on ne demande pas pourquoi elle est venue. On s'accroche simplement à la personne qui l'a traversée à vos côtés.